Bonjour à tous, au sein de cette vidéo, nous allons vous présenter de manière vulgarisée un article scientifique récent sur une prise en charge du bégaiement chez des enfants d'âge scolaire. Cet article est intéressant car il existe peu de méthodes de traitement au bégaiement chez des enfants d'âge scolaire qui ont une bonne qualité méthodologique et psychométrique. Ni et Hall ont démontré cette absence de traitement basé sur les preuves via une revue de la littérature en 2013. De plus, la particularité de cette étude est qu'il s'agit d'une effectiveness study, ce qui est rare dans cette littérature. Donc il s'agit d'une étude dans laquelle le traitement se déroule dans des conditions ressemblant à celles de la vie quotidienne. Le but de cet article est donc de combler ce manque via une thérapie de groupe puis par guidance parentale. Et donc ce traitement est le traitement Franca et il consiste en la restructuration de la parole en utilisant une technique de l'attaque douce de la syllabe chez des enfants qui bégayent et qui ont entre 6 et 9 ans. Et cette thérapie avait pour support une application de biofeedback. De plus, les auteurs ont fait attention dans cette prise en charge à prendre en compte la réduction du stress psycho-émotionnel et l'amélioration de la qualité de vie. Donc nous allons à présent vous présenter la méthodologie du traitement. Donc concernant les participants, donc la première phase du traitement, elle se composait de 119 enfants, dont 108 garçons et 11 filles âgés de 6 à 9 ans. Et parmi ceux-ci, il y avait 25 enfants qui faisaient partie du groupe contrôle ayant eu un traitement différé. Les participants ils pouvaient bénéficier du traitement s'ils respectaient certains critères d'inclusion et d'exclusion. Donc par exemple, il fallait être âgé entre 6 et 9 ans, il fallait que les parents et les enfants veuillent bien participer au format du traitement. Et nous relevons également que les auteurs ont choisi de ne pas prendre en compte la sévérité du bégaiement pour sélectionner les participants. Donc concernant le traitement, donc il s'est structuré en plusieurs phases. Donc tout d'abord une première phase intensive de 6 jours qui se déroulait dans le centre de traitement. Pendant cette période intensive, donc les parents et le patient, ils apprennent le fonctionnement de la thérapie par attaque douce des syllabes. Et donc cet apprentissage, il se fait à travers diverses activités de groupe comme des entraînements spécifiques à la parole et des exercices visant à introduire la méthode de biofeedback. Donc une deuxième phase de maintien à la maison, elle a duré 6 mois. Donc le programme il consiste en une session quotidienne avec le parent et l'enfant sur l'application de biofeedback Flunatic Junior. Et donc en fait le programme il va générer des énoncés de complexité variable via des images. Et donc en fait le son correspondant il va être modélisé par une voix douce et l'enfant il va devoir le répéter. Et on observe si la reproduction du son par l'enfant elle est correcte. Et si le son est bien reproduit, il va y avoir un renforcement positif qui va être donné. Et donc l'objectif de Flunatic Junior c'est de montrer à l'enfant que dans le cas d'un jeu sans stress, donc il est possible de produire une parole fluide et de manière active et contrôlée, en se rapprochant un maximum de la parole naturelle. Et il faut savoir également que le parent accompagnateur il est formé à l'importance d'une pratique régulière et au renforcement positif. Puis l'intervention elle est suivie d'un premier follow-up et d'un deuxième 2 ans après pour voir les effets de la thérapie à long terme. Nous allons à présent vous présenter les mesures ayant été utilisées pour évaluer les effets de ce traitement. Donc les mesures ont été prises à 5 moments différents: T1 avant le traitement, T2 4 semaines après le traitement intensif, T3 6 mois plus tard à la fin de la phase d'entretien, T4 encore 12 mois plus tard, soit 18 mois après le traitement intensif, et enfin T5 2 ans plus tard, c'est-à-dire 3 ans après le traitement intensif. Les mesures d'évaluation sont donc les suivantes. Les 3 premières mesures se basent sur des échantillons de voix qui ont été récoltés aux différentes étapes que je viens d'expliquer. Donc tout d'abord, l'évolution du pourcentage de syllabes bégayées a été relevée, puis la complexité des énoncés a été contrôlée. Et donc en fait, cette complexité est évaluée par la longueur moyenne des énoncés, MLU, et la densité des propositions. Et donc le but, c'était de s'assurer que la réduction du bégaiement ne soit pas due à une réduction de la complexité linguistique. Donc en fait, les auteurs regardent si cette complexité se maintient pendant et après le traitement. Puis la parole naturelle a été évaluée par 4 juges lambda à l'aide de l'échelle créée par Martin, Harolson et Triden. Pour l'évaluer, on a comparé un groupe d'enfants qui bégayait à un groupe d'enfants qui ne bégayait pas. Pour finir, les chercheurs ont fait passer le questionnaire OASIS. Ce questionnaire sert à quantifier la gravité du bégaiement pendant une conversation avec le thérapeute et l'impact subjectif du bégaiement. Et donc il se compose d'une échelle de 5 points. Pour analyser l'ensemble des résultats, les chercheurs ont utilisé ce qu'on appelle des tailles d'effet avec le D de Cohen. Cette taille est large lorsqu'elle est supérieure à 0,8 selon Samuilowski et ça veut dire que la thérapie est efficace. Donc tout d'abord, pour le pourcentage de syllabes bégayées, comme on peut le voir sur le graphique, ce pourcentage diminue au cours de la thérapie. Et donc l'effet est significatif entre T1 et T4 avec une taille d'effet très large de 0,86. Par la suite, nous constatons que la complexité des énoncés n'a pas diminué durant la phase intensive du traitement, mais a augmenté de façon temporaire. Par exemple, la longueur moyenne des énoncés était de 6,19 avant le traitement, puis de 6,92 après la phase intensive, puis de 6,61 un mois après la phase intensive du traitement.
La complexité des énoncés n'a donc pas influencé les résultats observés dans la thérapie, ce qui signifie que la réduction du bégaiement observée n'est pas due à une réduction de la complexité des énoncés. Par rapport à l'évaluation de la parole naturelle, les auteurs ont montré que la parole des enfants qui bégaient après le traitement n'est pas aussi naturelle que celle des enfants qui ne bégaient pas. Cette différence est significative avec une taille d'effet qui est très large, soit d'1,28. À propos du questionnaire OASIS, on remarque également une diminution des scores totaux moyens. Donc la taille d'effet est significative entre T1 et T4 et est de 0,86. L'OASIS se compose de différents subtests et si on regarde leur taille d'effet, elle varie entre 0,3 et 1,33. Donc de manière générale, on remarque une diminution du score à l'OASIS. Cela signifie que globalement, la thérapie a eu un effet sur la qualité de vie des enfants. Néanmoins, cela est à prendre avec du recul car les tailles d'effet à certains subtests restent encore basses. Dans cette étude, les auteurs ont trouvé judicieux d'insérer un groupe de responders pour évaluer d'une autre manière l'efficacité du traitement. Donc en fait, il s'agit de participants qui répondent à certains critères d'efficacité du traitement, et il faut au moins un critère à remplir pour être un responders. Les critères dans cet article prennent en compte le pourcentage de syllabes bégayées et la qualité de vie évaluée par l'OASIS. Et donc, on peut voir que 83,2% des participants sont des responders, et donc qu'ils ont bénéficié en partie de la thérapie. Ce score vient donc appuyer les conclusions d'efficacité de cette étude. Ce qu'il faut retenir des résultats, c'est que tous les résultats de toutes les mesures d'évaluation mettent en lumière une réduction générale du bégaiement d'un point de vue qualitatif et quantitatif. On note par ailleurs que les tailles d'effet relevées concordent avec celles retrouvées par Langevin et ses collaborateurs en 2010 pour un traitement comparable. Donc nous allons maintenant vous présenter les limites de cette étude. Donc tout d'abord, les résultats de l'OASIS sont à prendre avec des pincettes parce qu'il s'agit d'auto-évaluation et on sait que les auto-évaluations c'est assez subjectif et pas parfaitement fiable. De plus, les résultats ils peuvent manquer de validité puisque le questionnaire était long et nécessitait la présence d'un adulte pour le remplir. On remarque également deux biais dans cette étude, donc le premier qui est le biais d'auto-justification. Donc en effet, le traitement il est coûteux en temps, en énergie et en argent, du coup l'absence de bénéfice elle est cognitivement dissonante pour la personne traitée. Les patients du coup ils risquent de surestimer les effets de la thérapie. Un autre biais qui est le biais de décalage de réponse, donc en fait au début le patient va être assez satisfait de son bégaiement, puis par la suite il devient de plus en plus critique et exigeant et donc ça va entraîner une sous-estimation de l'effet du traitement et donc on va devoir faire un recalibrage. L'évaluation et la fréquence du bégaiement elle a été restreinte à une seule situation parce que les enfants étaient trop jeunes et donc cette procédure elle peut avoir conduit à un biais en faveur des effets de la thérapie et du coup les performances ne sont pas très fiables. Néanmoins dans la littérature on avait déjà estimé ce biais et on s'est rendu compte qu'il était quand même relativement faible par rapport à l'effet global du traitement. Une autre limite est le fait qu'il n'y ait pas de traitement contrôle dans cette étude, ce qui est fondamental dans la démarche EVP. Néanmoins, il est possible d'un point de vue éthique d'avoir, il est impossible d'un point de vue éthique d'avoir un tel groupe contrôle. Et du coup, pour compenser, il y a des variables contrôle qui sont mises en place dans cette étude. Et pour finir, on a remarqué que l'échantillon il était assez petit pour le contrôle de la complexité des énoncés, puisque seulement 16 enfants ont participé. Et à cause de ce petit échantillon, il n'a pas été possible d'avoir une analyse détaillée et robuste des relations entre les variables de disfluence et la complexité des énoncés. Donc concernant maintenant l'implémentation dans la clinique, donc nous relevons à la fois des points positifs et des points négatifs. Donc en effet la thérapie elle est de type effectiveness, donc elle permet un transfert et une généralisation plus facile. De plus dans la thérapie il y a la présence d'un proche qui est demandé, donc ça permet d'impliquer les parents dans la thérapie et de casser les mauvaises croyances par rapport au bégaiement. Comme on a pu le voir précédemment, le logiciel utilisé il est ludique, transportable et sous forme d'application avec un renforçateur, ce qui va favoriser l'intérêt et donc l'entraînement de l'enfant à la thérapie. Par rapport cette fois-ci aux points négatifs, donc la formation ainsi que le matériel ont un coût assez élevé malgré les aides, mais ça reste quand même abordable pour les familles puisque comme on peut le voir c'est environ 500 €. De plus dans l'article, donc la méthode est assez peu détaillée, ce qui n'est pas suffisant pour pouvoir la reproduire en cabinet et du coup les patients ils sont obligés de passer par le centre. Cette thérapie elle reste assez longue, elle dure 2 ans et du coup ça entraîne un risque d'abandon assez élevé. Et pour finir, pour l'instant il n'existe que la version allemande de la thérapie, mais la technique de l'attaque douce en fait c'est une technique qui pourrait également être utilisée dans d'autres langues. Donc en conclusion, cette étude elle comble un trou dans la recherche et montre l'efficacité d'un façonnement intensif de la fluence via l'utilisation d'un logiciel de biofeedback. La thérapie elle est efficace mais ses résultats ils sont à prendre avec du recul dû à différents problèmes méthodologiques. Et pour finir, donc on a pu voir que cette technique est en partie implémentable dans la clinique. Donc on vous présente juste maintenant une slide avec le lien vers le site web de la thérapie si vous désirez en savoir plus à propos de cette dernière.
Et du coup, on vous remercie pour votre attention et nous tenons disponibles si vous avez des questions. Et donc, vous pouvez nous joindre via les adresses mail qui sont sur la slide ci-dessus.